Cette semaine, à l'émission, nous allons tenter de démystifier un métier méconnu, parfois secret et mystérieux, au sein de notre collectivité. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée au lobbyisme. Mais d'abord, c'est une revue de l'actualité locale et régionale de Laval. Madame, Monsieur, voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour. Un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et au menu aujourd'hui, le lobbyisme. On a souvent une perception erronée par rapport à cette fonction. On va en parler aujourd'hui à l'émission. Mais tout d'abord, ce que je vous propose, c'est une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre fidèle collaborateur à l'émission, Ghislain Plourde du journal L'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, Marius. Allons-y d'abord, Ghislain, avec cette primeur de l'agence QMI au sujet des micros installés à l'Hôtel de Ville de Laval. C'est mon collègue Andrew McIntosh qui a sorti cette histoire. Vous vous rappelez sans doute de cette frappe policière à l'Hôtel de Ville de Laval. C'était en octobre dernier, en octobre 2012. Les policiers de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC et l'escouade Marteau étaient demeurés sur place, rappelez-vous, durant une douzaine d'heures. Il semblerait que lors de cette frappe, on en ait profité pour installer des micros, donc pour épier l'administration qui était à l'époque dirigée par l'ex-maire Gilles Vaillancourt. Okay. Ce qu'on apprend surtout, c'est que ces micros n'ont été retirés que très dernièrement. Donc, on voulait également connaître les faits et gestes de certains employés de l'Hôtel de Ville. Parlez-nous de cette agression sexuelle qui s'est produite chez l'École bleue de Laval. C'est l'Écho de Laval qui a sorti cette histoire en exclusivité. C'est quand même une histoire qui date d'il y a une douzaine d'années, mais qui n'a refait surface que très dernièrement. C'est choquant un peu quand même comme information. Tout à fait. Un col bleu victime d'agression sexuelle de la part de 5 autres de ses collègues. Il y en a 4 qui le retiennent, qui l'immobilisent. On est dans des locaux, donc des cols bleus, et un 5e qui porte des gestes à caractère sexuel sur la victime, et ce devant plusieurs témoins, une quarantaine selon nos sources. Est-ce que c'est une histoire initiatique, enfin? On n'en sait trop rien. Évidemment qu'il y a eu omerta chez l'École bleue. Et ce qu'il y a de plus choquant, c'est que l'agresseur principal, qui était cadre au moment de sa retraite à la Ville de Laval au cours des dernières années, se vantait de ce geste devant certains employés dont il avait à sa charge et les intimidait en disant « Si vous ne faites pas ce que je vous demande, ben vous pourriez en subir les conséquences. » Donc, c'est une histoire qu'on surveille de près. La police de Laval mène une enquête depuis 1 an. Mais on n'a toujours pas d'accusation dans ce dossier. Parlez-nous aussi du député de Laval-des-Rapides qui prépare une espèce de consultation sur le transport collectif. Léo Bureau-Blouin va demander l'avis des Lavallois sur le transport collectif, principalement sur 3 axes: les stationnements incitatifs, les voies réservées et l'électrification du transport en commun. Ce sont là les 3 axes qui seront discutés dans une rencontre citoyenne et puis également une discussion en ligne, donc une consultation en ligne. C'est en avril que le tout va se faire et va résulter de tout cela un document qu'on va remettre au gouvernement du Québec et on espère pouvoir appliquer des solutions concrètes d'ici environ 2 ans. Prévention de la santé, y aurait-il une hausse de la chlamydia auprès des jeunes, Ghislain? Une hausse fulgurante en 12 ans. Imaginez que ça a plus que doublé les diagnostics de chlamydia chez les jeunes de 15 à 29 ans à Laval. Et pour contrer, évidemment, cette infection transmissible sexuellement, cette ITS, la commission scolaire s'est associée aux instances de santé de Laval. On effectue en ce moment une tournée de consultation, mais également des tests de dépistage qui sont tout à fait confidentiels et qui sont menés dans les établissements scolaires de Laval. Ghislain, d'autres détails, d'autres informations, c'est le journal ou le site web. Tout à fait, l'échodelaval.ca, des infos fraîches tous les jours. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci Ghislain, on se retrouve la semaine prochaine et puis bon congé de Pâques puisque nous y sommes. Merci, joyeuse Pâques à vous également. Au revoir. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval.
Cette semaine, à Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur un métier souvent méconnu qui suscite parfois de la méfiance à l'égard de ceux et celles qui le pratiquent, le lobbyisme. Et beaucoup de personnes qui s'adonnent au lobbyisme sont d'ailleurs hésitantes à parler de leur fonction, de leur profession, de leur pratique. Et aujourd'hui, nous profitons du passage à Laval du commissaire au lobbyisme du Québec. Il s'agit de Maître François Casgrain pour tenter de voir beaucoup plus clair dans toute cette affaire. Nous accueillons donc en studio exceptionnellement un seul invité, Maître François Casgrain, commissaire au lobbyisme du Québec. Maître Casgrain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Périsson. Commençons donc d'abord avec pour les gens qui sont un peu moins familiers avec vous, vous êtes en tournant à Laval, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Vous, votre parcours, qu'est-ce qui vous amène au poste de commissaire au lobbyisme du Québec? Disons que mon parcours a commencé chez le directeur général des élections à la fin des années 70. Et probablement par le fait que j'y sois retourné à quelques reprises, on a pensé à moi, puisque j'ai toujours été dans des positions qui étaient apolitiques et qui demandaient évidemment beaucoup de retenue. Et c'est probablement pour ça que je me suis ramassé commissaire au lobbyisme. Donc, vous avez fait votre droit aussi, vous avez étudié... Oui, je suis avocat de profession. Après le directeur général des élections, j'ai travaillé aussi au niveau municipal, donc une expérience au niveau municipal. Et évidemment, je suis revenu comme directeur général des élections en 1997 et j'ai eu quelques postes également comme président de la commission municipale. Bon, alors allons-y. Vous êtes natif de Rimouski. D'une très belle ville, Rimouski, où je suis né moi-même. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir doublement. Cela étant dit, allons-y avec cette tournée que vous effectuez à travers le Québec, donc pour sensibiliser les gens à un métier qui fait peur, le lobbyisme. Les gens ont des appréhensions, hein? Oui, tout à fait. Le lobbyisme, il faut savoir que c'est une réalité. Une réalité, on peut dire que depuis aussi longtemps que quelqu'un... un pouvoir de décision, il y a quelqu'un qui va tenter d'influencer cette décision-là, d'un côté ou de l'autre, pour faire valoir un point de vue, pour faire valoir des positions. Donc, évidemment, le lobbyisme, c'est cette activité qui consiste à tenter d'influencer une décision. Donc, ça c'est vraiment la définition comme telle. Donc, on tente d'influencer quelqu'un qui occupe une fonction, une charge publique. Oui, ça c'est clair. Au niveau de la loi... Pour que la loi s'applique, évidemment, ici, on parle de lobbyisme fait auprès de titulaires de charges publiques, c'est-à-dire de personnes qui agissent au niveau public. Donc, et vous avez un rôle, évidemment, de chien de garde. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Il y a plusieurs types de lobbyisme, là. C'est quand même assez vaste. Oui, disons que la loi reconnaît 3 types de lobbyistes. Ouais. Essentiellement, on peut dire 2 grandes catégories de lobbyistes. Le premier, c'est celui qui est à l'extérieur des entreprises ou des organisations. On va faire appel à ces services pour nous aider à faire valoir notre point de vue auprès des titulaires de charges publiques. Donc, c'est la personne on va, souvent des professionnels ou des gens de relations publiques, qu'on va évidemment payer pour nous aider à faire avancer notre dossier. Faire un service. Donc, ça, c'est un client conseil, c'est ça? C'est un lobbyiste conseil qu'on appelle, un consultant, en quelque sorte, qui est en lobbyisme. Et il y a d'autres types de lobbyistes, donc ceux qui travaillent pour les organisations, les entreprises. D'accord. On fait la distinction, là, entre organisation et entreprise. Oui, tout à fait. Donc, les entreprises, ce sont les entreprises à but lucratif. Donc là, on va avoir les lobbyistes d'entreprise, ceux qui, pour le compte d'une entreprise, vont faire des activités de lobbyisme. Et pour les organisations, c'est des organisations à but non lucratif. Et là, il faut savoir que la loi fait une distinction entre certaines organisations. Les seules qui sont touchées, c'est les organisations qui sont constituées à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ou encore des organismes à but non lucratif constitués d'entreprises à but lucratif. Et on distingue aussi le lobbyisme, le lobby et les lobbyistes. Donc, oui, le lobby en tant que tel, souvent on parlait de lobby de l'industrie. Oui, du tabac, pharmaceutique, exactement. etc. Le lobbyisme en tant que tel, ou l'activité de lobbyisme, c'est la communication elle-même. Et le lobbyiste, c'est celui qui fait la communication d'influence. Donc, qu'est-ce qui devrait changer, qu'est-ce qui devrait s'améliorer dans la pratique du métier de lobbyiste au Québec? Première des choses, il faut être conscient que c'est une activité, c'est une réalité. Donc, il faut accepter le fait que le lobbyisme a des obligations et que le lobbyiste doit se faire de façon transparente au Québec. Et donc, c'est ce que la loi cherche évidemment à promouvoir.
Évidemment, du côté du titulaire de charge publique, le décideur, c'est apprendre qu'il a un rôle fondamental dans, effectivement, la transparence des activités de lobbyisme. Donc, on le voit dans la fiche que vous avez, on va le voir à l'écran beaucoup mieux, des relations transparentes, c'est gagnant. C'est un peu le message que vous véhiculez à travers le Québec, là. C'est important. Donc, la première des choses à faire pour un lobbyiste, c'est de s'inscrire au registre. Ça, c'est incontournable, ça? Oui, tout à fait. C'est la première obligation qu'a un lobbyiste lorsqu'il fait une activité de lobbyiste, c'est de s'inscrire au registre des lobbyistes. C'est un registre qui peut être consulté sur Internet en tout temps, toute heure du jour. Et donc, on peut avoir accès à de l'information qui concerne les activités qui sont faites auprès des titulaires de charge publique. Alors, pourquoi on a un registre des lobbyistes? Pour les identifier, pas pour les stigmatiser, là? Non, exactement le contraire. Parce que le premier objectif, un des premiers objectifs de la loi, c'est d'assurer la légitimité du lobbyisme. Si c'est une réalité, c'est qu'on veut aussi que cette réalité-là soit mieux connue. Mais cependant, on dit le lobbyisme doit s'exercer de façon transparente et se faire d'une façon saine, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle on parle aussi d'un code de déontologie des lobbyistes. Donc, et qu'est-ce qu'on retrouve dans le registre des lobbyistes? C'est toutes les informations pertinentes qu'on doit savoir? Ce qu'on retrouve dans le registre, qui est le lobbyiste? Oui. Pour qui il travaille, ou quel est son client. Exactement. Quels sont l'objet des activités de lobbyisme. Ce qu'on retrouve au registre, ce ne sont pas toutes et chacune des activités de lobbyisme, mais bien l'objet des activités de lobbyisme. Par exemple, si je suis un promoteur et je cherche à obtenir une modification à un règlement de zonage dans une municipalité, et je fais des représentations de manière à avoir une modification du règlement de zonage auprès des élus ou de la direction de l'urbanisme, je vais indiquer exactement ce que je recherche comme résultat et l'activité de lobbyiste sera déclarée selon l'objet. Et donc, ce ne seront pas savoir est-ce que j'ai fait un téléphone, est-ce que j'ai écrit une lettre, est-ce que j'ai eu une rencontre. Ces questions-là pourront toujours être posées aux personnes, mais l'idée, c'est de savoir exactement ce qu'est l'objet de l'activité de lobbyiste faite par un lobbyiste auprès d'une institution publique. Et la faute que commettent le plus souvent les lobbyistes, quelle est-elle? C'est de ne pas s'inscrire, c'est de jouer un peu sur les mots. Je ne suis pas tout à fait lobbyiste, moi je fais des relations publiques. Parce que, est-ce que la ligne est mince ou, tout à vraiment? fait. Non, la ligne est assez claire. Je pense qu'on a effectivement joué un petit peu sur les mots au départ. Les lobbyistes avaient peur d'être stigmatisés. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, c'est encore quelque chose qui est méconnu, qui a une perception négative dans la population. En catimini, mais c'est pas ça. Justement, le lobbyisme, ce que l'on veut qu'il doit s'afficher. Oui. Donc, d'ailleurs, ceux qui en font un métier, ils veulent justement être reconnus pour ce qu'ils font parce que c'est leur marque de commerce. Mais on a beaucoup de personnes, surtout lorsqu'on travaille pour les entreprises et les organisations, on a une tendance à minimiser ce que l'on fait et ne pas appeler ça du lobbyisme alors que ça en est. Alors, il y a des lobbyistes qui s'ignorent, là. S'ils doutent, ils n'ont qu'à vous consulter. Votre bureau, ça va être très clair. Et il y en a qui se cachent. Il y en a qui se cachent. Il y en a qui se cachent encore. Oui, et vous partez évidemment à la recherche de ces gens-là. Vous débusquez les imposteurs. Vous ne voulez pas d'imposteurs. En fait, il y a deux choses. Première des choses, on parcourt pour donner l'information. On parcourt pour être sûr que les gens comprennent bien. On parcourt aussi pour dire que c'est une réalité, qu'il y a une légitimité au lobbyisme pour qu'on ne le voit pas pour ce qu'il n'est pas. Lorsqu'on parle de lobbyisme, on ne parle pas ici de corruption. Absolument. La corruption, c'est autre chose. Absolument. Donc, évidemment, c'est la première idée. Et évidemment, le deuxième, c'est d'amener les gens à s'inscrire au registre. Parce que c'est par là que va s'exercer la voie de la transparence. C'est là aussi qu'on dit aux titulaires de charge publique, un des objectifs fondamentaux de la loi, c'est d'assurer, évidemment, qu'on ait une confiance des institutions publiques et ça passe par une plus grande transparence. Bon. Vous êtes là, Maître Casgrain, un lobbyiste qui offre des billets de hockey, par exemple, à un titulaire d'une charge publique, ce que vous appelez le TCP. Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on peut offrir des billets de hockey à un
titulaire d'une charge publique. Donc, le code de déontologie des lobbyistes indique qu'on ne doit pas mettre un titulaire de charge publique en porte-à-faux avec ses obligations déontologiques. Si les obligations déontologiques d'un titulaire de charge publique dans une municipalité dit qu'il ne peut pas recevoir ce type d'invitation-là, il ne peut pas normalement lui offrir. Ça peut varier. C'est sûr et certain que le titulaire de charge publique doit toujours être très prudent dans l'acceptation. Est-ce qu'on est dans une situation... et là, on est très, très proche de l'éthique. Et l'éthique... à ce moment-là, va faire en sorte que peut-être qu'on est dans une situation où on ne devrait pas accepter, puisqu'on est en négociation, par exemple. Si on est en négociation, sûrement que la question de la perception va être importante. Donc, c'est pour ça que, évidemment, à cet égard-là, il s'agit d'être prudent. Parce qu'il y a des activités du lobbyisme qui sont exclues de la loi aussi. Oui, tout à fait. Lorsque, par exemple, des représentations sont faites lors d'audiences publiques, publiquement, que ce soit, on parle de conseils consultatifs ou est-ce que ça se fait publiquement, lorsqu'on parle de mémoire à des commissions parlementaires ou à une commission d'un conseil municipal, etc. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des exceptions. Il va y avoir certaines exceptions également lorsqu'il y a des représentations qui sont faites, on peut dire, sur les conditions d'exécution d'un contrat. Donc là, on ne discute plus du contrat, mais comment on va l'exécuter. D'accord. Juste avant d'aller à la pause, la commission Charbonneau, est-ce que ça vous force un peu à faire connaître un peu plus le métier? Est-ce que ça vous a forcé la main ou ça n'a aucun rapport? On avait décidé bien avant la commission de Charbonneau qu'il était nécessaire de faire une tournée des régions. L'idée de la tournée des régions, évidemment, ça nous permet de rencontrer des titulaires de charge publique, c'est-à-dire des élus municipaux, des fonctionnaires, des gens des ministères, mais également des lobbyistes, chambres de commerce, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une force, d'arriver dans une région, de pouvoir parler à tout ce monde-là et évidemment maximiser nos déplacements en même temps. Merci, Maître Casgrain. Nous allons faire une petite pause, Madame, Monsieur. Tout de suite après, nous allons revenir avec la suite de cet entretien avec le commissaire au lobbyisme du Québec, Maître François Casgrain, pour vous dire qu'il y a un prix à payer lorsqu'on ne respecte pas la loi et qu'on est dans le lobbyisme. À tout de suite pour la suite de Mise à jour. Alors, nous poursuivons notre exploration du métier de lobbyiste en compagnie de mon invité, le commissaire au lobbyisme du Québec. Il s'agit de Maître François Casgrain. Maître Casgrain, nous allons poursuivre cette conversation pour parler un peu plus précisément de votre rôle. Parce que vraiment, là, vous êtes un chien de garde, vous ne voulez pas mordre les gens, vous voulez les accompagner. Vous êtes un accompagnateur des lobbyistes, n'est-ce pas? J'aime bien votre expression. Effectivement, on préfère accompagner. Évidemment, il faut toujours avoir des dents aussi si on veut être sûr que les gens respectent les dispositions de la loi. Le rôle premier du commissaire, c'est évidemment de promouvoir la légitimité du lobbyisme et s'assurer que les règles soient respectées. Donc, pour y arriver, évidemment, il y a différents moyens. Enquêtes, on peut faire des vérifications, des inspections. Les enquêtes, évidemment, si on s'aperçoit qu'on a des motifs raisonnables de croire que des infractions ont été commises, on peut aller en enquête. Mais l'idée, c'est toujours au départ d'accompagner les personnes et de faire prendre conscience qu'ils sont gagnants à respecter la loi. C'est ça, donc gagnant à être transparent, à respecter la loi. Mais si on ne se conforme pas à cela, il y a des pénalités aussi que vous pouvez imposer? Oui, il y a des sanctions. Est-ce qu'on peut donner une idée aux gens? Oui, il y a 3 types de sanctions que la loi prévoit. Généralement, la sanction pénale, qui est évidemment si on ne respecte pas la loi. Il peut y avoir également les sanctions disciplinaires. Dans des cas graves ou des manquements répétés, on pourrait utiliser des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire empêcher quelqu'un de faire pendant un certain temps des activités de lobbyisme. Et la dernière sanction qui est possible, c'est une sanction plus civile, c'est-à-dire dans le cas de personnes on pourrait réclamer la contrepartie qu'ils ont touchée pour faire des activités de lobbyisme illégales. Ah oui, d'accord. Ça peut aller jusque-là. Oui, ça pourrait aller jusque-là. Bon, les gens, on invente... Bon, écoutez, je ne veux pas revenir à la commission Charbonneau, mais il y a de plus en plus de lignes pour accueillir des observations, disons ça comme ça. Est-ce qu'on peut, par exemple, si nous sommes témoins de gestes ou d'une entreprise qui n'est pas inscrite, est-ce qu'on peut faire des signalements? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le pouvoir d'enquête du commissaire résulte souvent de signalements qui lui sont faits. Des fois, le signalement sont des gens qui pensent que des activités ont été commises. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas.
Dans d'autres cas, évidemment, on a un pouvoir autonome d'inspection, de vérification ou d'enquête. On l'utilise, évidemment, quand on s'aperçoit qu'il y a des possibilités que des infractions aient été commises. Bon, là, vous effectuez une tournée des régions du Québec pour sensibiliser les gens. On parlera du rôle des médias aussi, mais simplement mentionner aux gens que vous avez travaillé sur des changements à la loi. Vous avez apporté vous avez proposé des recommandations pour changer certains éléments de la loi, les lacunes à améliorer? Oui, la loi a été adoptée en 2002. En 2007, déjà, il était identifié certaines lacunes. Et on a fait un rapport il y a à peu près 1 an qui venait identifier très clairement les modifications qui devaient être apportées à la loi, notamment beaucoup de modifications concernant des précisions pour être sûr que tous comprennent mieux la loi. Difficultés d'application, dans le fond. Difficultés d'application. Puis certaines autres problématiques, prescription, pouvoir de poursuite, pouvoir de rendre public certaines informations. Donc, ça aussi, ce sont des propositions qui ont été faites pour améliorer justement la transparence et l'application de la loi. En principe, vos recommandations, c'est accepté, ça va de soi, ça va être débattu, comment ça fonctionne? Donc, on a eu une information comme quoi il en serait discuté, qu'éventuellement, le ministre a annoncé qu'il voulait modifier la loi. Donc, nous attendons des résultats maintenant de ces démarches. Là, vous faites une tournée des régions. Évidemment, c'est j'oserais même dire que vous faites un peu d'évangélisation. Vous faites le tour du monde pour les informer sur la transparence à observer, cette pratique du métier de lobby. Le rôle des médias est important? Oui, on s'est aperçu avec les années qu'évidemment, les médias étaient ceux qui, souvent, allaient véhiculer l'information par laquelle la transparence, le public était informé de certaines situations. Le public peut consulter lui-même le registre lobbyisme, mais on s'aperçoit que souvent, les journalistes sont ceux qui vont évidemment les regarder, poser des questions et faire en sorte que le public ait connaissance, évidemment, d'activités de lobbyisme ou de demandes qui sont formulées par des lobbyistes de modification à des règlements, à des lois, éventuellement à des demandes de subventions ou des demandes de contrats. Parlez-nous un peu du contexte lavallois du lobbyisme. Vous touchez les élus à l'Hôtel de Ville, donc les élus municipaux, les élus provinciaux, les élus fédéraux. Touchez à tout le monde? Non. On va toucher au niveau parlementaire, gouvernemental et municipal, mais au niveau gouvernemental, il faut savoir que ce n'est qu'au niveau du Québec. Donc, une représentation faite auprès d'un sénateur ou auprès d'un député fédéral, à ce moment-là, ce sera une inscription au registre fédéral. Il existe aussi un registre au niveau fédéral. Les règles sont un petit peu différentes, mais la transparence est aussi de mise à ces niveaux-là. OK, donc vous allez avoir des rencontres à Laval avec des gens qui sont des élus provinciaux, des élus municipaux, et vous allez rencontrer aussi des lobbyistes. Comment ça fonctionne? Oui, donc là, on a commencé notre tournée aujourd'hui. On a rencontré des députés. Des bureaux, les gens des bureaux de députés. On est également rencontre les partis d'opposition qui ont demandé à nous rencontrer. On rencontre les gens de la Ville de Laval, ainsi que, évidemment, les élus et des directeurs, des gens des cadres de la municipalité de un matin, le ministère des Transports. Donc, un certain nombre de rencontres qui nous permet également la presse régionale pour avoir un tour d'horizon complet des personnes impliquées à Laval. Parce que vous allez éclairer, évidemment, les lobbyistes ou ceux qui veulent le devenir, etc., ceux qui pensent qu'ils ne le sont pas aussi. Mais j'imagine que les titulaires de charges publiques ont besoin d'être informés aussi. Ils ont une responsabilité. Oui. On parlait tout à l'heure au niveau municipal. On s'aperçoit qu'il y a eu une amélioration au niveau municipal. Le niveau municipal traînait de la patte. Les inscriptions au registre au niveau municipal traînaient de la patte. C'est encore le cas, on peut dire, encore aujourd'hui. Cependant, c'est l'une des raisons pour lesquelles on rencontre les municipalités pour dire qu'ils ont un rôle déterminant à jouer et pour que les objectifs de la loi soient respectés. La transparence, c'est eux qui vont en profiter s'ils la mettent de l'avant, s'ils la mettent véritablement en place pour que les gens retrouvent, dans certains cas, la confiance dans leurs institutions et dans les personnes qui y œuvrent. J'imagine qu'il y a un travail à faire encore plus grand aujourd'hui avec tout ce que l'on entend là, sur la collusion, la corruption. Il y a un travail de sensibilisation, d'éclairage aussi à faire auprès des gens qui exercent cette fonction. Oui, tout à fait. Et il faut aussi dire à certaines catégories de personnes qui font du lobbyisme de façon évidente qu'il est maintenant le temps d'aller de l'avant et de ne pas regarder en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière.
Est-ce que vous diriez, Maître Casgrain, que la situation par rapport aux activités des lobbyismes, aux dérogations, est-ce que vous diriez que ça s'est amélioré, le nombre de plaintes, le nombre de signalements au cours des dernières années, ou vraiment il y a un abus, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un plus grand nombre de signalements, non pas parce qu'il y a plus d'abus, mais je pense que parce que les gens sont plus concernés et les gens demandent à ce qu'il y ait plus de transparence. Par ailleurs, on voit également que la transparence fait d'énormes progrès. On a quand même triplé le nombre de lobbyistes inscrits au registre de lobbyistes, mais ça en partie, évidemment, grâce à des titulaires de charges publiques qui sont plus exigeants et qui maintenant demandent aux lobbyistes de s'inscrire. Ce n'est pas encore un geste qui fait partout les élus ou les institutions publiques, mais qui est nécessaire pour qu'on atteigne les objectifs de la loi. Est-ce que vous diriez, Maître Casgrain, qu'avec la campagne de sensibilisation que vous entreprenez, est-ce que vous vous attendez à davantage d'infractions, de dénonciations, de plaintes, davantage de travail? Est-ce que, dans le fond, sensibiliser davantage les gens, est-ce que ça va augmenter le nombre de travail pour votre organisation? Peut-être, mais ce qu'on vise, on s'aperçoit que notre plus grande satisfaction, c'est parce qu'on réussit à amener les gens à comprendre les objectifs et à aider à ce que les objectifs de la loi soient réalisés. Donc, plus d'inscriptions, plus d'entreprises qui sont conscientes de leurs obligations, plus de titulaires de charges publiques qui sont évidemment aussi impliqués et conscients du rôle déterminant qu'ils peuvent jouer pour l'atteinte des objectifs de transparence de la loi. À un titulaire de charges publiques, là, je vous ai devant moi, vous lui donneriez quoi comme premier conseil, vous, Maître Casgrain? Je dirais que dans prudence? Un cas... Oui, prudence. Et dans le cas d'un élu, c'est vraiment de dire « faites la différence ». OK. Et dans le cas d'un lobbyiste, vous leur diriez quoi? Quel est le conseil que vous leur donneriez? Inscrivez-vous. Et parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et ceux qui, aujourd'hui, pensent qu'ils pourront passer dans les mailles du filet, je pense qu'ils sont les grands perdants de demain. Est-ce que vous pensez que toute cette perception, Maître Casgrain, négative qui entourait la fonction, est-ce que vous croyez que ça peut disparaître? Est-ce qu'on peut éliminer ça au cours des prochaines années, peut-être? Est-ce qu'on peut le faire disparaître complètement? Peut-être pas, mais on peut sûrement améliorer la perception qu'on a du véritable lobbyisme, qui est une activité quand même légitime. Très bonne tournée, Maître François Casgrain, notre commissaire au lobbyisme. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Madame, Monsieur, nous faisons une pause. Nous revenons tout de suite après avec le mot de la fin. Alors voilà pour cette plus récente mise à jour présentée à l'antenne de la télévision régionale de Laval en première diffusion. C'est le mercredi, notez l'heure, 19h. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore visiter notre site web. Si vous voulez voir l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour mise à jour. Ici Marius Brisson. Au nom de toute l'équipe de TVRL, joyeuse Pâques et à la prochaine.